Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la gestion des sinistres en copropriété. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Noëlle Mine, spécialiste en sinistres IRD, incendie et risques divers, consultante experte en assurance et formatrice. Marie-Noëlle est également l'auteur de l'ouvrage La gestion des sinistres en copropriété, publié aux éditions de l'Argus de l'assurance. Dégâts des eaux, incendies, vols, les sinistres en copropriété sont multiples et nécessitent souvent une gestion complexe, notamment en raison de la diversité des contrats d'assurance en jeu. Les conventions et textes spécifiques qui encadrent ces situations ajoutent un niveau supplémentaire de difficulté. Suite à la publication de cet ouvrage, il nous semblait essentiel de permettre à Marie-Noëlle de partager avec vous son expérience et ses conseils pratiques à travers ce webinaire. Avant de commencer, un mot sur le déroulement de ce dernier. Il durera 1 heure avec une présentation de 45 minutes, suivie d'une session de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions via le chat en cliquant sur la petite flèche orange. Mais sans plus attendre, je cède la parole à Marie-Noëlle. Merci Oriane. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vais avoir le plaisir au cours de ce webinaire d'aborder la gestion des sinistres en copropriété. Alors avec un choix sur le prisme de l'événement dégâts des eaux qui est l'événement le récurrent, on va dire, dans les immeubles collectifs. Donc comme vous l'a dit Oriane, nous avons 45 minutes au cours desquelles nous allons revoir les modalités de gestion d'un événement dégâts des eaux, donc dans un immeuble en copropriété. J'attire également votre attention sur certains points de vigilance à avoir, notamment au sujet des recours. Alors, soit des recours à subir, soit des recours à effectuer. Et nous aurons effectivement 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, j'entends très souvent que la gestion des sinistres en copropriété, notamment la gestion des sinistres dégâts des eaux, est quelque chose de très complexe. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine complexité, on va dire, qui est liée à différents facteurs. Je dirais le premier facteur ou les premiers facteurs, c'est d'une façon générale le contexte de la copropriété. Nous avons effectivement dans une copropriété la présence de différents acteurs. Nous avons le syndic de copropriété, donc qui est professionnel ou non professionnel, ce que l'on appelle à tort, un syndic bénévole, on va dire un non professionnel, donc représentant légal du syndicat des copropriétaires. Nous avons également le syndicat des copropriétaires, qui est l'ensemble des copropriétaires, qui est, je le rappelle, une personne morale de droit privé. Et nous avons également, bien évidemment, des copropriétaires occupants, des copropriétaires non occupants, des locataires de copropriétaires. Outre la présence des différents acteurs, nous avons bien évidemment une pluralité de contrats en présence. Alors, le contrat multirisque immeuble, souscrit par le syndic de copropriété pour le compte du syndicat des copropriétaires. C'est bien le syndicat des copropriétaires qui a la qualité d'assurer au sens de ce contrat. Je rappelle que dans les contrats multirisques immeubles, nous avons bien évidemment une partie de garantie de dommages aux biens, mais également la partie de responsabilité civile, et notamment la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, qui est une assurance obligatoire pour couvrir l'étendue de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Nous avons également les contrats MRH, donc ce sont les contrats soit d'un copropriétaire occupant, soit d'un locataire. Même chose, dans les contrats MRA, on a une partie de dommages aux biens et de la responsabilité civile. Alors, pour le copropriétaire occupant, on a le principe de responsabilité civile qui a été édicté, on va dire, dans le cadre de la loi Allure, l'obligation pour un copropriétaire occupant d'assurer sa responsabilité civile. Et également pour le locataire, l'obligation d'une assurance de RC locative, donc pour les dommages qui pourraient occasionner aux biens de son bailleur, et ce conformément aux dispositions des lois de 82 et 89. Et enfin, pour le copropriétaire non occupant, la présence d'un contrat de type PNO, donc propriétaire non occupant, avec toujours une partie de garantie de dommages aux biens, et également sa responsabilité civile, au même titre que le copropriétaire occupant. Le copropriétaire non occupant doit être également assuré pour sa responsabilité civile, dans le cadre de la loi Allure, pour les dommages qu'il viendrait lui aussi à occasionner à partir de son lot privatif, des dommages qu'il occasionnerait à d'autres occupants de la copropriété ou aux parties communes de la copropriété. L'importance lors de la déclaration d'un sinistre dégâts des eaux, ça va être pour l'assureur notamment de se déterminer sur son périmètre de gestion. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre d'un périmètre contractuel? Le périmètre contractuel, ça va être les situations dans lesquelles l'assuré s'est occasionné des dommages à lui-même, par exemple un locataire qui a un problème avec un de ses appareils à effet d'eau, ça occasionne des dommages à des biens qui sont sa propriété.
la seule indemnisation à laquelle il pourra prétendre est une indemnisation purement contractuelle, donc les dispositions pures et simples de son contrat. Deuxième périmètre, est-ce qu'on est dans le cadre d'une convention, ce qu'on appelle le périmètre conventionnel? Alors, pour être dans le cadre d'une convention, il faut qu'il y ait un responsable et un lésé, et également 2 assureurs adhérents à la convention susceptible de s'appliquer. On verra qu'effectivement, dans le cadre d'un dégât des eaux dans un immeuble en copropriété, nous avons plusieurs conventions qui peuvent s'appliquer. C'était d'ailleurs la question qui vous était posée en introduction de ce webinaire. Et je rappelle, et j'en profite en tout cas pour rappeler que les conventions, quelles que soient les conventions, sont inopposables aux assurés, aux tiers et aux victimes. Ce sont des textes qui ont été rédigés et signés par les assureurs et qui n'engagent bien évidemment que les assureurs dans le cadre des procédures de règlement. Donc nous sommes sur un mécanisme d'application pour chaque convention. Et enfin, le dernier périmètre, c'est le périmètre de droit commun. Le périmètre de droit commun, c'est lorsque l'on est hors champ d'une convention. Et nous avons, même dans un immeuble en copropriété, et malgré qu'on puisse avoir 3 conventions qui peuvent s'appliquer, là j'ai donné la réponse, 3 conventions qui peuvent s'appliquer dans le cadre d'un sinistre dégâts des eaux dans un immeuble en copropriété, il y a certaines situations où nous n'aurons pas de convention applicable et nous serons purement dans le cadre du droit commun. Alors, si on est dans le périmètre conventionnel, la bonne question à se poser, la première question à se poser, quelle est la convention qui va s'appliquer? Alors, la première qui généralement va être concernée, c'est bien évidemment la convention IRSI. Alors, quelques rappels sur le champ d'application de la convention IRSI. Déjà, IRSI, l'anacronyme, IRSI, ça veut dire Convention d'indemnisation et de recours des sinistres immeubles et immeubles sans S, je le précise. Le champ d'application concerne l'événement dégâts des eaux et incendies, donc pour tous les dégâts des eaux et incendies survenus depuis le 1er juin 2018. Je rappelle que cette convention IRSI a remplacé la convention CIDRE. Donc depuis le 1er juin 2018, c'est la convention IRSI qui s'applique sur le dégât des eaux. La CIDRE ne concernait que l'événement dégâts des eaux. Cette convention s'applique sur tout type d'immeubles, dont les immeubles en copropriété. Je serais tenté de dire heureusement que la convention IRSI s'applique également dans les immeubles en copropriété. Ça facilite effectivement les modalités de gestion. Un des principes de cette convention, c'est qu'il y a un assureur gestionnaire par local sinistré. Ça veut dire que dans un immeuble en copropriété, autant il y aura de locaux sinistrés, autant il y aura d'assureurs gestionnaires. Et chaque assureur gestionnaire, bien évidemment, se préoccupe de son local sinistré. Ce que j'appelle la colonne vertébrale de la convention IRSI, ce sont les réputées garanties qui existent au sein de cette convention. Et c'est la seule convention qui met effectivement sur les assureurs un réputé garantie qui, comme je l'indique juste après, contraint les assureurs à aller au-delà des dispositions de leur contrat. On a 3 réputés garanties. Le premier réputé garantie en assurance de choses, que l'on soit un assureur de local privatif ou un assureur de local commun, donc un assureur immeuble, on est réputé garantir des dommages matériels et des frais afférents. Et la convention IRSI a prévu effectivement une liste de dommages matériels et de frais afférents. Alors, si je prends l'assureur des locaux privatifs, il est réputé garantir dans les dommages matériels le contenu, les embellissements en valeur à neuf et, je le précise, en vraie valeur à neuf. Il est réputé garantir les parties immobilières privatives en valeur à neuf et en vraie valeur à neuf. Et il est également réputé garantir la recherche de fuite. La recherche de fuite fait bien partie des dommages matériels. Et ensuite, il y a une liste de frais afférents qui est commune d'ailleurs à l'assureur des locaux privatifs et des locaux communs. Dans la liste des frais afférents, nous avons les mesures provisoires conservatoires, les mesures de sauvetage, les frais de déplacement et de replacement du mobilier, les frais de démolition des blés, le transport de décombres, le traitement des déchets, les frais de mise en conformité et également les frais de diagnostic obligatoires limités à la zone sinistrée, c'est quand il y a un peu de désamiantage notamment à réaliser. Pour l'assureur des locaux communs, même liste des frais afférents, donc je ne vais pas refaire la liste des frais afférents. Concernant les dommages matériels, l'assureur des locaux communs est réputé garantir le contenu des parties communes. Alors, le contenu des parties communes, c'est tous les biens qui sont mis à disposition de l'ensemble des occupants, par exemple des éléments de décoration dans le haut de l'immeuble. Il est également réputé garantir les parties communes en valeur à neuf, même chose, en vraie valeur à neuf. Il est réputé garantir les frais de recherche de fuite et l'assureur des locaux communs
sera réputé garantir, quand on est dans le cadre d'une copropriété, les parties immobilières privatives d'un copropriétaire, occupant ou non occupant, qui n'aurait pas pris le soin de souscrire un contrat à titre personnel, et ce, dans le cadre de la subsidiarité. En assurance de responsabilité civile, le réputé garanti rappelle aux assureurs que tout contrat garantissant la responsabilité est réputé garantir l'ensemble des conséquences du sinistre au titre des dommages matériels et des frais afférents. Et on a également un réputé garanti spécifique pour la recherche de fuite. Et ce réputé garanti spécifique pour la recherche de fuite qui existe depuis le 1er juillet 2020 rappelle que tout contrat garantissant les locaux privatifs ou communs en assurance de choses et ou de responsabilité est réputé garantir effectivement les frais de recherche de fuite. Et ces frais de recherche de fuite sont pris en charge par l'assureur qui a effectivement initié la recherche de fuite. Je reviendrai effectivement sur l'application de ces dommages matériels et de ces frais afférents. Juste un petit rappel également sur le plafond d'application de la Convention IRSI. On est sur un plafond d'application pour des dommages qui sont inférieurs ou égaux à 5 000 € hors TVA. Donc on raisonne local par local. Donc chaque assureur gestionnaire regardera dans son local si les dommages sont bien inférieurs ou égaux à 5 000 € hors TVA. Si tel est le cas, on est dans le cadre de la Convention IRSI. Donc ça concerne bien évidemment, pour calculer ce plafond d'application, on va regarder les dommages matériels et frais afférents dans son local sinistré. Donc l'assureur gestionnaire regarde effectivement qu'est-ce qu'il a comme dommages matériels, qu'est-ce qu'il y a comme frais afférents dans le local sinistré. Et si effectivement, comme je le disais, ils sont inférieurs ou égaux à 5 000 € hors TVA, la Convention IRSI peut s'appliquer. Au sein de cette Convention IRSI, nous avons deux tranches. Nous avons une première tranche pour les dommages matériels et les frais afférents, inférieurs ou égal à 1 600 € hors TVA. Et sur cette partie, on est en renonciation à recours. C'est-à-dire qu'une fois que l'assureur gestionnaire, qui est également l'assureur régleur, a procédé à l'indemnisation, il va derrière procéder à la clôture de son dossier sans recours, puisqu'on est sur une renonciation à recours, sauf dans deux cas, notamment pour les sinistres répétitifs. Alors les sinistres répétitifs, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. J'aurai l'occasion de le redire, mais c'est vrai que l'assureur est autorisé, dans le cadre des sinistres répétitifs, à partir du deuxième sinistre, à condition qu'il y ait moins de 2 ans entre les deux événements, que ce soit le même auteur, il faut que ce soit le même auteur au sens du barème conventionnel. Pour une même cause ou une cause différente, il est autorisé à effectuer un recours auprès de l'assureur responsable du deuxième sinistre, si on est dans le deuxième sinistre, ou du troisième sinistre, puisque c'est à partir du deuxième. Donc si entre le deuxième et le troisième, il y a moins de 2 ans, même chose, ça l'autorise également à faire un recours. Et malheureusement, ces sinistres répétitifs sont très souvent oubliés. Deuxième cas en tranche 1 où le recours est également possible, c'est le cas où on a un sinistre qui engage la responsabilité d'un non-professionnel. Donc ça permet effectivement à l'assureur d'exercer un recours ensuite à l'encontre de l'assureur de RC vie privée de l'auteur du dommage. Voilà deux situations en tranche 1 qui permet effectivement d'exercer des recours. C'est prévu par la Convention. Donc autant faire les recours quand on a la possibilité de les effectuer. Deuxième tranche, la tranche 2, là, on est sur les dommages matériels et frais afférents dans un local sinistré qui serait supérieur à 1 600 € hors TVA et inférieur ou égal à 5 000 € hors TVA. Là, par contre, en tranche 2, on est dans le cadre d'une convention, enfin, la partie de la convention qui autorise bien évidemment un recours à l'encontre de l'assureur, assureur qui est conventionnellement désigné comme étant l'assureur du responsable. Alors cet assureur conventionnellement désigné, on va l'identifier où? Bon, on va l'identifier à travers des barèmes de répartition qui sont prévus alors, en incendie, bien évidemment, puisque j'ai dit que la convention IRSI concernait également l'événement incendie, mais également en dégâts des eaux. En fonction des circonstances du dégât des eaux, dès lors que le dégât des eaux a pris naissance dans une partie privative, selon les circonstances, on sera soit sur une responsabilité d'occupant, soit sur une responsabilité de propriétaire, soit sur une responsabilité d'immeuble quand on a une cause immeuble. Et je rappelle que dès lors qu'un recours est envisageable, il se fera bien évidemment dans le cadre de cette convention IRSI, sur les bases de rapports d'expertise. Et en IRSI, on fait ce qu'on appelle une expertise pour compte commun, qu'on appelle également expertise unique. Donc il y a un expert qui est effectivement missionné, on va dire, par l'assureur gestionnaire, qui a pour mission, notamment en tranche 2, puisque c'est dans ce cas-là qu'on va le plus souvent missionner des experts dans le cadre d'une expertise pour compte commun, qui va convoquer les parties concernées
Donc, dans le cadre de cette expertise, il procédera à cette opération d'expertise et ensuite il transmet son rapport à l'assureur des parties qu'il a convoquées aux opérations d'expertise. Quelques rappels au sujet de la convention RCI. Alors, comme pour toutes les conventions, il faut la présence d'un responsable et d'un lésé. Si l'assuré, je le rappelle, s'occasionne des dommages à lui-même, c'est uniquement le contrat qui s'applique. Seuls les assurés qui subissent un dégât des eaux, donc ceux qui sont, on va dire, lésés ou victimes, peuvent bénéficier de l'application de la convention RCI. Donc, quand on dit qu'on est dans le cadre de l'IRCI, il y a peut-être certains dommages qui vont se régler en IRCI. Imaginons un locataire qui laisse déborder sa baignoire, il occasionne des dommages à des biens qui sont sa propriété et d'autres dommages à des biens qui sont la propriété de son bailleur. Les dommages aux biens qui sont la propriété de son bailleur, son bailleur sera considéré comme lésé puisqu'il subit un dommage. Donc la convention s'appliquera bien dans la relation entre l'assureur du locataire et l'assureur du bailleur. Par contre, pour les dommages concernant le locataire, ces dommages ne seront pas indemnisés au titre de la convention RCI. Je le redis, seront bien indemnisés au titre de son contrat. Et il y a malheureusement souvent des confusions. On raisonne IRCI et quand on raisonne IRCI, on constate qu'on a un peu tendance, certaines fois, à régler un peu tous les assurés au titre de la convention. Je rappelle que l'assureur qui règle effectivement au titre de l'IRCI est contraint par le réputé garanti, notamment en assurance de choses. Par exemple, je rappelle que les embellissements et les parties mobilières privatives, que l'on soit dans des locaux privatifs ou alors les parties communes de l'immeuble, sont réputés garantis en valeur à neuf et en vraie valeur à neuf, et ce, je le redis, sans application d'aucune vétusté, et quel que soit le taux de vétusté réel qui pourrait être appliqué sur ces deux. J'ai pris un autre exemple, les frais de mise en conformité qui font partie des frais afférents, même s'ils ne sont pas prévus au contrat, dès lors qu'ils sont justifiés dans le cadre du sinistre en question, devront être pris en charge au titre de la convention RCI. Je rappelle qu'on est sur des dossiers à 5 000 € maximum, donc on n'est pas non plus sur des sommes extrêmement importantes, mais on peut avoir de temps en temps quelques besoins de frais de mise en conformité par rapport à une installation qui nécessite, lors de sa remise en état, une mise en conformité avec les normes en vigueur au jour du sinistre. Petit rappel également sur les dommages matériels et les frais afférents, qui sont effectivement protégés par la convention IRCI, puisque la convention IRCI dit une chose importante, elle rappelle que pour ces dommages matériels et ces frais afférents, les franchises, les règles proportionnelles de primes qu'on pourrait être amené à appliquer, les conditions et limitations de garantie des contrats sont inopposables tant en assurance de choses qu'en assurance de responsabilité civile. Donc j'ai pris un exemple qui est assez parlant, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas exactement de cette façon, alors que ça devrait normalement s'appliquer de la façon suivante. L'assureur de choses qui règle notamment au titre de la convention RCI ne règle pas selon les conditions de ses garanties. Si je règle au titre de la convention RCI, ça veut dire que je suis en train de régler un assuré qui a subi un dommage, donc ce qui signifie qu'il doit, l'assureur, qu'il soit en tranche 1 comme en tranche 2, procéder à un seul règlement, et non pas un règlement en immédiat et en différé, même si son contrat comporte une clause de valeur à neuf. Je ne règle pas au titre du contrat. Je suis en train de régler des dommages embellissements ou des dommages aux parties immobilières privatives qui sont réputés garantis au titre de la convention, qui sont protégés, sur lesquels on me dit que je ne peux pas opposer les limitations de garantie ou les conditions de garantie. Or, la clause de valeur à neuf est une condition de garantie. Là, je ne règle pas au titre de mon contrat, donc je dois procéder en un seul règlement. Je règle la totalité en tranche 1, je procède au classement du dossier, je règle la totalité de ce que je dois régler en tranche 2 en tant qu'assureur du propriétaire des biens sinistrés. En tranche 2, le principe de prise en charge, c'est les dommages sont pris en charge par l'assureur du propriétaire des biens sinistrés. Je règle selon les dispositions du rapport d'expertise pour compte commun les biens qui sont la propriété de mon assuré. Je règle la totalité de ces dommages et ensuite je vais présenter mon recours auprès de l'assureur conventionnellement responsable et j'encaisse mon recours. Ensuite, je peux procéder au classement de mon dossier. En tranche 1 et en tranche 2, l'assureur peut être amené à compléter ce qu'il règle au titre des dommages matériels et des frais afférents, donc qui sont protégés par la convention RCI. Il peut être amené à régler ce qu'on appelle des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. Pour ça, il va le faire dans la limite de son contrat. Et dès lors, bien évidemment, que ces dommages immatériels sont justifiés. Dans les dommages immatériels, on peut avoir de la perte d'usage, on peut avoir de la perte d'exploitation, on peut avoir des frais de reconstitution d'archives, on peut avoir des frais de relogement, etc., etc.
Je rappelle que ces dommages immatériels, eux, par contre, ne sont pas protégés par l'IRSI, donc je les règle selon les dispositions du contrat. Donc, s'il y a une franchise de prévu, si je veux appliquer une règle proportionnelle, selon le plafond et les conditions de garantie, donc ça, c'est effectivement opposable. Ensuite, une fois que j'ai réglé ces dommages immatériels, le recours, bien évidemment, auprès de l'assureur de responsable est autorisé au premier euro. Donc, dès lors que je les ai bien réglés, hein, en tant qu'assureur de choses, j'ai bien procédé à ce règlement, et à condition, bien évidemment, que les dommages immatériels que j'ai réglés soient bien prévus dans la liste de ceux qui ouvrent droit à recours. Alors, la Convention RCI nous a prévu une liste limitative de dommages immatériels qui ouvrent droit à recours, mais je peux être amené certaines fois à régler des dommages immatériels. Ils sont prévus dans mon contrat, ils sont justifiés, mais ils n'ouvrent pas droit à recours. Donc, je rappelle quand même qu'ils doivent être réglés. Et ce n'est pas parce que je règle au titre d'une convention que mon assuré va être moins bien indemnisé que ce que je lui aurais réglé si j'étais intervenu au titre de son contrat. Je prends un exemple, hein, dans les dommages immatériels qui ouvrent droit à recours, la commission qui est en charge de la rédaction de cette convention RCI n'a pas prévu la perte de jouissance, la privation de jouissance, pardon, pour un locataire. On a bien la perte d'usage. Perte d'usage, ça concerne, je le rappelle, un propriétaire ou un copropriétaire occupant, mais la privation de jouissance pour le locataire n'a pas été prévue. Si c'est justifié dans le cadre de mon dossier, et si c'est prévu dans mon contrat, bien évidemment que je rajouterai à ce que je règle au titre de la convention RCI, dans le cas des dommages immatériels, la privation de jouissance que je dois à mon assuré locataire, mais je sais que je ne pourrai pas faire de recours, puisque la privation de jouissance n'est pas dans la liste des dommages immatériels qui ouvrent droit à recours. Quelques points de vigilance dans le cadre de la convention RCI, les recours. Donc les dommages matériels et les frais afférents que je suis amené à régler, notamment en valeur à neuf, je rappelle, vont faire l'objet d'un recours vétusté des buts. Nous avons effectivement une convention qui est au 3.1 du recueil des conventions et textes, qui prévoit, c'est une très vieille convention, hein, qui a au moins une vingtaine d'années, voire peut-être même plus, qui prévoit effectivement qu'une fois que l'assureur a réglé et qu'il va présenter son recours auprès de l'assureur de responsabilité civile, et quelle que soit la nature de la responsabilité civile mise en cause, hein, responsabilité civile, le chef de famille, le RC entreprise, peu importe, hein, il y a une renonciation à recours en matière de valeur à neuf, honoraires d'expert et pertes indirectes, mais uniquement si je règle des pertes indirectes forfaitaires telles qu'elles sont prévues dans mon contrat. Si ce sont des pertes indirectes sur justificatif, par contre, le recours est tout à fait envisageable. Donc effectivement, en convention RCI, je règle en valeur à neuf, et notamment les embellissements, les PIP ou les dommages dans les parties communes si je suis un assureur immeuble, mais par contre, mon recours est exercé vétusté des buts. Souvent oublié, je l'ai dit, hein, je le redis, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait partie des points sur lesquels il y aurait peut-être un petit peu d'argent à récupérer. Les recours pour les sinistres répétitifs qui sont perdus de vue. Alors déjà en convention CIDRE, ça existait, cette disposition existait, les recours n'étaient pas faits. Et on constate aujourd'hui que les dispositions de l'IRSI n'ont pas non plus donné d'appétence, hein, à faire ces recours alors qu'ils existent et ils sont tout à fait autorisés. Et les actions en remboursement, qui existent dans toutes les conventions, j'aurai l'occasion d'en reparler, elles sont prévues, ces actions en remboursement, dès lors qu'on a un assureur qui a pris en charge des dommages alors qu'il n'était pas conventionnellement désigné, parce que son assuré lui a demandé son intervention, et que l'assureur n'a pas de motif de ne pas intervenir, puisque je le rappelle, la convention ou les conventions ne sont pas opposables aux assurés. Donc si l'assuré exige mon intervention et que les garanties du contrat sont OK pour me permettre d'intervenir, ben, je vais intervenir. Et ensuite, j'irai faire ce qu'on appelle une action en remboursement auprès de l'assureur conventionnellement désigné. Et cette action sera présentée par contre en valeur à neuf, donc contrairement aux recours qui sont faits vétusté des buts, si je règle en valeur à neuf mon assuré, mon action en remboursement est effectuée en valeur à neuf et elle se fait dans un délai de 2 ans à compter du règlement effectué. Donc il faut l'engager immédiatement pour être sûr de ne pas l'oublier. Une spécificité de la convention RCI, l'action en récupération auprès de l'assureur immeuble. Ça, ce sont des dispositions, des accords entre assureurs, hein. Elle est ouverte, cette action en récupération, uniquement à l'assureur d'un copropriétaire occupant. Et lorsque cet assureur est privé d'un recours, il y a 3 situations qui ont été admises. Le cas où on a un copropriétaire occupant qui s'est occasionné conventionnellement ses propres dommages. Bon, ça, c'est un peu une aberration, on va dire, dans le principe, puisque normalement, si occasionné ses propres dommages, il devrait être indemnisé au titre de son contrat, non pas au titre de la convention. Je le redis, ce sont des accords entre assureurs.
Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas où l'assureur du copropriétaire occupant pourra faire cette action en récupération auprès de l'assureur de la copropriété, c'est le cas où on a une cause de dégâts des eaux qui est restée indéterminée. Et le troisième cas, c'est le cas où le responsable n'est pas assuré. L'action en récupération, comme l'action en remboursement, que j'aurais indemnisé, en tout cas l'assureur aurait indemnisé son copropriétaire occupant dans le cadre de la convention aussi. Donc il y aura réglé ses parties immobilières privatives en valeur à neuf et en revaleur à neuf. Ça l'autorise à faire son action en récupération en valeur à neuf auprès de l'assureur de l'immeuble. Et même chose, il a un délai de 2 ans à compter du règlement effectué pour engager cette action en récupération. Quand la convention IRSI ne s'applique pas, on a une autre convention qui peut s'appliquer dans le cadre d'un immeuble en copropriété, qui est la convention SICOP. Et la bonne question à se poser, effectivement, c'est dans quel cas la convention SICOP va pouvoir s'appliquer. Alors, convention SICOP, je vous rappelle, c'est la convention d'indemnisation dégâts des eaux dans la copropriété. Les cas où elle va s'appliquer, ça va être uniquement déjà sur les locaux à usage d'habitation, et à condition que le dégât des eaux prenne naissance dans la copropriété concernée. Donc, si j'ai un dégât des eaux qui prend naissance dans un immeuble voisin ou mitoyen, ce n'est pas cette convention SICOP qui va pouvoir s'appliquer. Alors, généralement, on va l'appliquer. Alors, le cas qu'on rencontre le plus souvent, c'est quand on a des dommages qui sont dans un local sinistré qui sont au-delà du plafond de la convention IRSI, donc des dommages au-delà de 5 000 € hors TVA. Mais on a également un deuxième cas où la convention SICOP peut s'appliquer. C'est quand on a des dommages qui sont inférieurs à 5 000 €, on se dit, ben, tiens, on peut faire application de la convention IRSI, mais non, on ne peut pas, parce qu'on est sur une cause qui est exclue en IRSI. Mais par contre, encore faut-il qu'elle soit garantie au titre du contrat. Par exemple, infiltration par façade. Alors, imaginons qu'on ait un copropriétaire occupant qui déclare à son assureur MRH qu'il a un mur de son appartement qui est endommagé par un dégât des eaux. Les dommages s'élèvent à 3 200 € hors TVA. A priori, ça relève bien de la convention IRSI. Mais la cause est une infiltration par façade, donc la convention IRSI ne s'applique pas. Ben là, je vais aller regarder son contrat. Est-ce que son contrat prévoit effectivement la garantie en dégâts des eaux des infiltrations par façade? Si oui, ben je vais ouvrir un dossier au titre de la convention SICOP et je gérerai ce dossier dans le cadre de la convention SICOP. Si son contrat ne prévoit pas effectivement les infiltrations par façade, le bon conseil à donner à ce copropriétaire occupant, c'est de prendre contact avec le syndic de copropriété pour que le syndic de copropriété, déjà il remplit avec le syndic de copropriété un constat amiable des dégâts des eaux, et ensuite le syndic de copropriété fait une déclaration auprès de l'assurance de la copropriété pour que l'assureur de la copropriété puisse intervenir au titre de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, puisqu'une infiltration par façade, on est sur une cause immeuble qui engage la responsabilité donc de la copropriété. La convention SICOP ne s'applique pas, par contre, si le sinistre engage la responsabilité d'un prestataire d'ouvrage ou de service ou d'un vendeur. Ça fait partie encore d'une exclusion supplémentaire. Et je le redis, cette convention SICOP ne s'applique que sur les locaux à usage d'habitation. Donc, un local commercial, évidemment, ne sera pas concerné. Je précise juste qu'un local professionnel, un local commercial, ne sera concerné que par la tranche 1 de la convention IRSI. Au-delà de la tranche 1, c'est-à-dire au-delà de 1 600 € de dommages, il n'y a pas d'autre convention qui s'applique, même si ce local commercial est situé dans un immeuble en copropriété. On verra tout à l'heure qu'effectivement, ça va être le cas de figure où on va devoir gérer en droit commun. Et on reverra un petit peu les principes du droit commun. Contrairement à l'IRSI, la convention SICOP ne déroge pas aux dispositions des contrats en présence, tant en ce qui concerne, donc on n'a pas de réputé garantie en SICOP, en tout cas sur les événements garantis. La convention SICOP n'oblige pas les assureurs à aller au-delà des dispositions de leur contrat. Donc on ne gérera en SICOP que si l'événement déclaré est un événement garanti, que si les biens déclarés endommagés sont bien des biens assurés au titre du contrat. Je ne gérerai qu'en fonction des garanties accordées et par rapport au montant de ces garanties. Et j'appliquerai les modalités d'indemnisation. Je peux appliquer la franchise, la règle proportionnelle de prime, etc. La convention SICOP s'applique pour chaque assureur intervenant, que ce soit en assurance de choses ou de responsabilité, je le redis, uniquement si sa garantie est acquise et dans la limite de sa garantie. Si la garantie n'est pas acquise, la SICOP ne s'applique pas. Le cas que je prenais tout à l'heure, infiltration par façade. L'infiltration par façade n'est pas garantie au titre de mon contrat.
je n'ai pas à intervenir ni au titre du contrat, ni au titre d'une convention quelconque, et certainement pas au titre de la convention civile. Les causes et circonstances et le chiffrage des dommages quand je suis dans le cadre de la convention SITCOP se fera dans le cadre d'une EAC, expertise amiable et contradictoire. Le principe en SITCOP, il est assez simple. On a deux assureurs en présence pour la prise en charge conventionnelle des dommages. Donc la prise en charge se fera d'une part par l'assureur de l'occupant, alors que l'occupant soit un locataire ou un copropriétaire. L'assureur de cet occupant prendra en charge les embellissements. Alors on a des définitions des embellissements selon qu'on est l'assureur d'un locataire. Pour l'assureur d'un locataire, sont considérés comme des embellissements tout aménagement de nature mobilière ou immobilière exécuté à ses frais ou repris avec un bail en cours. Et pour un copropriétaire occupant, la définition des embellissements, c'est les peintures, les vernis, les miroirs fixés, les cuisines, les salles de bain aménagées, les revêtements collés de sol, de murs, de plafond, etc., etc. Et bien évidemment, l'assureur de l'occupant prendra en charge le contenu. L'assureur de la copropriété, lui, prend en charge les parties immobilières privatives, donc sont considérées comme parties immobilières privatives tout ce qui ne rentre pas dans la définition des embellissements, et il prend en charge également les parties communes. Et on constate que dans cette convention SITCOP, l'assureur du copropriétaire non occupant n'intervient jamais. On a deux lésés de la convention, donc deux assureurs en présence, l'assureur de l'occupant et l'assureur de la copropriété. Les assureurs qui ont pris en charge les dommages, donc selon les dispositions de la convention, peuvent ensuite bien évidemment effectuer alors une action en remboursement, notamment s'ils ont réglé des postes de préjudice en lieu et place de l'assureur conventionnellement désigné. Donc cette action se fait toujours dans la limite de la garantie de l'assureur conventionnellement désigné et doit être effectuée avant tout recours. Imaginons que je suis l'assureur d'un copropriétaire occupant, et ce copropriétaire occupant exige, je suis son assureur MRH, il est bien assuré pour l'immobilier, il exige mon intervention dans la prise en charge de ces parties immobilières collectives, alors que normalement, elles auraient dû être prises en charge par l'assurance de la copropriété. Je ne peux pas m'y opposer, le contrat existe, la garantie existe, la convention n'est pas opposable à l'assuré. Je vais prendre en charge, bien évidemment, ces parties immobilières privatives, et ensuite, je vais aller faire une action en remboursement auprès de l'assurance de la copropriété, qui était bien l'assureur conventionnellement désigné pour prendre en charge ces dommages. Je peux avoir une mauvaise surprise. Je peux avoir effectivement un assureur de copropriété qui m'oppose une franchise en dégâts des eaux, puisque lui, s'il était intervenu au titre de son contrat, il aurait peut-être opposé une franchise. Je peux avoir une limitation de garantie de quelque nature que ce soit. Donc, je n'ai pas de certitude non plus, dans le cadre de mon action en remboursement, de récupérer la totalité de ce que j'ai réglé à mon assurance. Mais c'est le jeu. Et je rappelle donc que cette action en remboursement doit être effectuée avant tout recours. Une fois que les assureurs ont pris en charge, qu'ils ont effectué éventuellement des actions en remboursement, parce qu'il y avait quelques actions en remboursement à faire, ensuite on passe à la partie recours. Et là, on est sur du recours conventionnel. Donc, selon les modalités qui sont prévues, et je vais vous les exposer juste après, sauf un seul qui ne fera pas de recours, c'est l'assureur de la copropriété, puisque l'assureur de la copropriété a renoncé à tout recours à l'encontre de l'assureur du copropriétaire responsable. Comment se passent ces modalités de recours? Alors, j'ai synthétisé, dans le texte conventionnel, ça prend plusieurs pages, donc si on synthétise globalement, on peut dire qu'on a au moins 4 situations distinctes. Si le responsable est un copropriétaire occupant ou un copropriétaire non occupant d'un appartement vacant, un copropriétaire non occupant d'un appartement vacant, pour la convention, il est considéré comme un copropriétaire occupant. Si la cause du dégât des eaux qui a pris naissance dans cet appartement relève du risque d'usager, dans la convention SITCOP, nous avons 9 cas où on considère que ça relève du risque d'usager, auquel cas le recours des assureurs qui auront réglé, parce qu'ils sont conventionnellement désignés pour prendre en charge les dommages, iront faire leur recours auprès de l'assureur de ce copropriétaire, donc auprès de son assureur MRH. On est toujours dans le cadre d'un copropriétaire occupant ou d'un CNO d'un appartement vacant, mais pour une cause autre que le risque d'usager. Et bien dans ce cas-là, le recours est présenté auprès de l'assureur de la collectivité. Deuxième situation, quand on a un copropriétaire occupant qui ne s'est pas assuré personnellement, et si la cause du sinistre est couverte
par une extension de garantie de type risque usager dans le contrat de la collectivité, ou alors, si on a un copropriétaire non occupant, alors pas d'un appartement vacant, un appartement dans lequel on a bien un locataire, mais là, en l'occurrence, on a bien une responsabilité civile de ce copropriétaire non occupant qui est engagé au sens du droit commun. Par exemple, c'est une canalisation privative encastrée qui est à l'origine du dégât des eaux. Dans ces cas-là, là aussi, on constate que celui qui subira le recours, c'est l'assureur de la collectivité. Quand on a un dégât des eaux qui prend naissance dans l'appartement d'un locataire ou tout autre occupant, en occupant à titre gratuit par exemple, et que c'est bien de sa responsabilité. Par exemple, un problème sur une installation, un appareil à effet d'eau, le recours sera présenté auprès de l'assureur de ce locataire ou de l'occupant à titre gratuit, si c'est un occupant à titre gratuit. Et si on a une cause immeuble, collectivité, bien évidemment, les assureurs qui ont pris en charge les dommages en tant qu'assureurs conventionnellement désignés pour prendre en charge les dommages effectueront aussi leur recours, mais cette fois-ci auprès de l'assureur de la collectivité. Voilà, j'ai remis juste les articles de la Convention CITCOP qui précisent et qui renvoient effectivement sur ces différents aspects de recours conventionnel. Quelques rappels dans le cadre de la CITCOP. La CITCOP, je le redis, ne déroge pas aux dispositions du contrat. Donc, on ne fera pas application de la CITCOP, notamment lorsque l'événement n'est pas garanti au titre du contrat. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'infiltration par le mur de façade. La convention CITCOP règle aussi bien les problèmes de cumul d'assurance de dommages que dans un immeuble en copropriété, entre le contrat de la copropriété, les contrats MRH et PNO, des copropriétaires non occupants, on est en cumul d'assurance de dommages, on est également en cumul de RC, mais à condition qu'on soit bien en cumul de RC ou en cumul. Alors, le cumul de dommages, il existe de fait, puisque la convention CITCOP dit bien aux assureurs que celui qui assure l'immeuble est réputé garantir les parties communes et les parties privatives. Par contre, sur la partie responsabilité civile, rien n'est dit. Donc, s'il n'y a pas de cumul de RC, il n'y aura pas possibilité d'appliquer, bien évidemment, la CITCOP sur la partie RC, et les recours pourront ne pas être honorés par celui qui est conventionnellement désigné comme étant l'assureur du responsable. J'ai indiqué la convention CITCOP, effectivement, désigne l'assureur qui doit subir le recours. En fait, c'est celui qui est considéré responsable, mais au titre de la convention. Et ce recours ne peut s'exercer, je le redis, qu'à condition que la garantie responsabilité civile soit acquise, et ça sera dans la limite de sa garantie. Si l'assureur multirisque immeuble, par exemple, ne garantit pas, et on a beaucoup aujourd'hui d'assureurs multirisque immeuble qui ont sorti de leur contrat la garantie de responsabilité civile des copropriétaires occupants ou non occupants du fait de leur partie privative, il ne fera pas droit au recours présenté, même s'il est désigné comme l'assureur conventionnellement responsable. Je le redis, cette convention n'oblige pas les assureurs à aller au-delà des dispositions de leur contrat. Donc on a bien une convention qui existe, mais ensuite il faut regarder effectivement, est-ce qu'on est véritablement en cumul d'assurance de RC ou est-ce que je dois faire droit à un recours? Je ne ferai pas droit à un recours si la garantie de RC n'existe pas, notamment pour un copropriétaire occupant non occupant, à travers mon contrat multirisque. Quelques points de vigilance. Donc, comme pour la convention RC, je le rappelle, ne pas oublier l'action en remboursement. Toujours le même principe, si on assureur qui a réglé des dommages pour lesquels il n'était pas conventionnellement désigné. Je rappelle que l'assureur saisi de l'action en remboursement va intervenir dans la limite de sa garantie. Donc, toujours le risque, effectivement, entre ce que j'aurais réglé en tant qu'assureur personnel et à la demande de mon assuré et ce que je vais obtenir en action en remboursement, je n'ai aucune certitude. Ne pas oublier également de régler les pertes pécuniaires prévues au contrat. Petit rappel, la convention RC nous prévoit dans son champ d'application que la prise en charge des dommages matériels directs. On a vu effectivement les embellissements, les pipes qui sont effectivement prévus, embellissements pris en charge par l'assureur de l'occupant, pipes pris en charge par l'assureur de l'immeuble. Je rappelle que l'assureur doit compléter, lorsqu'ils sont justifiés et prévus au contrat, par tous les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. La convention, elle ne fait qu'un principe de prise en charge. Ensuite, au moment du règlement, je vais appliquer les dispositions de mon contrat. Et s'il y a des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels qui sont prévus dans le contrat et qui sont justifiés dans le cadre du signé, je dois également les régler. Pour la recherche de fuite qui est exclue du champ d'application de la convention CITCOP, je rappelle que seule la convention RC se préoccupe de la recherche de fuite, nous a fait un principe organisateur, principe directeur d'organisation de la recherche de fuite, se préoccupe du recours dans le cadre de la recherche de fuite, c'est la seule convention. Les autres conventions, notamment la CITCOP, excluent son champ d'application la recherche de fuite. Je rappelle que les conventions, que ce soit l'ERC ou la CITCOP,
dont on est en train de parler, que ces conventions dérogent au principe des assurances cumulatives, mais par contre, quand j'ai des postes de préjudice qui ne rentrent pas dans le cadre de la convention, c'est le cas de la recherche de fuite pour la CICOP, les assurances cumulatives de dommages peuvent s'appliquer et permettent effectivement de récupérer au moins en partie le coût de la recherche de fuite que j'aurais pris éventuellement contractuellement dans le cadre d'un sinistre dégâts des eaux. J'ai réglé effectivement la recherche de fuite, tout mon assuré avait pris l'initiative de faire la recherche de fuite, j'ai pris en charge le coût de la recherche de fuite, je peux ensuite faire jouer les assurances cumulatives, notamment aller rechercher en assurance cumulative l'assureur de la copropriété. Et enfin, dans le cadre du recours, l'assureur, bien évidemment, va aller présenter sa subrogation légale. Quand je suis dans le cadre du recours, outre ma subrogation légale, je ne dois pas oublier de réclamer en recours direct tous les découvertes d'assurance de mon assuré. Si je présente un recours, ça veut dire que mon assuré est victime, donc a subi un dommage, donc il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Ce que je n'ai pas pu lui régler au titre de son contrat, je dois le récupérer dans le cadre d'un recours. Par exemple, si il a une clause de valeur à neuf limitée à 25% et que la vétusté réelle était de 40%, il va y avoir un gap entre ce que je vais lui régler au titre de son contrat et le montant de son préjudice. La franchise que j'aurai éventuellement appliquée lors du règlement, ou alors des dommages immatériels qui ne sont pas garantis mais qui sont justifiés, que j'irai récupérer auprès de l'assureur du responsable. Alors, on a vu la convention RC, on a vu la convention CICOP. Du coup, dans quel cas la CIPIEC, CIPIEC, c'est l'abréviation, on va dire, de cette convention, qu'on appelle également convention 2.1 parce qu'elle est référencée au 2.1 dans le recueil des textes et conventions, dans quel cas elle va s'appliquer en dégâts des eaux. Alors, cette convention 2.1, de son vrai nom, convention d'indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété, elle va s'appliquer en dégâts des eaux, notamment pour les situations qui vont être exclues de la CIPIEC. Alors, ça va être le cas notamment quand on a un dégât des eaux qui prend naissance dans un immeuble voisin ou mitoyen. La convention RC, elle s'applique jusqu'à 5 000 euros. Au-delà de 5 000 euros, je serais tenté de faire de la CICOB, mais on m'a dit que la CICOB ne s'appliquait qu'à condition que le dégât des eaux ait naissance dans la copropriété concernée. Donc, c'est dans ce cas-là que je vais appliquer la convention 2.1. Et le deuxième cas de figure où je vais être en 2.1 en dégâts des eaux, quand on a un sinistre qui engage la responsabilité civile d'un prestataire d'ouvrage ou de service ou d'un vendeur, la convention RC, elle s'applique jusqu'à 1 600 euros. La convention CICOP, elle exclut totalement les sinistres qui engagent la responsabilité civile d'un prestataire d'ouvrage. Et donc, je vais appliquer la convention 2.1 dans ce cas de figure. Petit rappel, juste un rappel, pour les sinistres incendies, la convention 2.1 reste applicable dès lors que l'IRSI ne peut pas s'appliquer. Donc, ça va être le cas notamment en incendie dans un immeuble en copropriété quand les dommages dans le cas sinistré sont supérieurs à 5 000 euros. Cette convention 2.1 s'applique, je vous rappelle, pour tout type d'événement survenu dans un immeuble en copropriété, et ce, à partir du premier euro de dommage, pour tous les autres événements qui ne sont pas concernés, notamment par la convention RC. Donc, explosion, en tempête, en grêle, choc de BTM, catastrophe naturelle, etc. Et cette convention ne s'applique que sur les locaux à usage d'habitation. On exclut donc les locaux à usage professionnel, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Cette convention 2.1 a pour objet de résoudre les cas uniquement de cumul d'assurance de choses. Donc, elle ne déroge pas, elle non plus, aux dispositions des contrats en présence, comme la convention CICOP sur les mêmes modalités, tant en ce qui concerne les événements garantis, les biens assurés, les garanties accordées leur montant, les modalités d'indemnisation. On peut appliquer les franchises, les règles proportionnelles, etc. Lorsque l'événement en cause n'est pas garanti au titre de l'un des contrats concernés, la convention 2.1, bien évidemment, est inapplicable. Même principe qu'en convention CICOP. Cette convention ne s'applique qu'à condition que l'événement soit garanti au titre du contrat. La particularité de cette convention, c'est sa mixité. Elle est effectivement, on va dire, purement conventionnelle sur l'aspect prise en charge des dommages. On a les mêmes règles de répartition qu'en CICOP, le contenu plus ses embellissements, pris en charge par l'assureur de l'occupant, les parties immobilières privatives et les parties communes pris en charge par l'assureur de l'immeuble. Par contre, petite différence notoire, les recours s'effectuent selon les principes du droit commun. Nous n'avons pas de recours conventionnel en CIPEC, nous sommes en droit commun pour les recours. Les causes des circonstances ainsi que le chiffrage des dommages vont faire l'objet également d'une EAC, expertise amiable et contradictoire. Les assureurs qui ont pris en charge les dommages vont effectuer, si nécessaire, les actions en remboursement, comme on a vu tout à l'heure, toujours le même principe. Si un assureur a réglé des postes de préjudice alors qu'il n'était pas l'assureur conventionnellement désigné,
pour prendre en charge ses postes de préjudice, il effectue son action et l'assureur conventionnel, bien évidemment, réglera dans le cadre, dans la limite de sa garantie. Et l'action en remboursement, SITEC, comme on l'a vu en SITOP, doit s'effectuer avant tout recours. Et ensuite, le recours, il sera effectué selon les règles de droit commun, à l'encontre de l'assureur du responsable et bien évidemment en invoquant le fondement juridique de la responsabilité civile concernée. On peut être sur un principe de responsabilité contractuelle, notamment quand on est dans le cadre d'une relation bailleur et locataire, ou extra-contractuelle, notamment quand on est sur un recours de voisin ou de titre. Les points de vigilance, ne pas faire application de la CITEC, je le redis, lorsque l'événement n'est pas garanti au titre du contrat, ne pas faire droit au recours en droit commun également lorsque la garantie du RC prévoit une exclusion pour les circonstances dans lesquelles l'événement est survenu, ne pas oublier, alors l'action en remboursement, je ne vais pas le refaire, de régler également les pertes pécuniaires prévues au contrat. De la même façon, qu'en CITOP, la convention CITEC, on a vu, ne se préoccupe que d'un principe de répartition de dommages, embellissement pour l'assureur d'occupant, partie immobilière privative et partie commune pour l'assureur de l'immeuble. Mais si un assuré a également des dommages immatériels, consécutifs à ces dommages matériels, que c'est prévu au titre de mon contrat, bien évidemment, je vais compléter le règlement de ces dommages matériels directs par ces dommages immatériels. Et on profite également du recours que l'on effectue, je le redis, en droit commun, non seulement pour aller présenter sa créance subrogatoire, mais également pour aller réclamer auprès de l'assureur du responsable les découvertes d'assurance de mon assuré. Dans quel cas un sinistre dégâts des eaux dans un immeuble en copropriété sera géré en pur droit commun? Alors, dès lors qu'aucune convention ne peut s'appliquer pour un sinistre dégâts des eaux, donc survenu dans un immeuble en copropriété, ce qu'on va appeler la gestion en droit commun. Alors, par exemple, un local commercial avec des dommages supérieurs à 1 600 €, la seule convention qui s'applique effectivement, c'est la convention RC en tranche 1, 1 600 €. Au-delà, il n'y a pas d'autre convention qui s'applique, donc on est en droit commun. Et deuxième cas de figure, le local mixte, les locaux dans lesquels on a un usage habitation et un usage professionnel, ce qu'on retrouve assez régulièrement sur des professions libérales. Si les dommages sont supérieurs à 1 600 € et qu'on a des dommages qui affectent la partie professionnelle, la convention RC, elle peut s'appliquer en tranche 1 et uniquement, et en tranche 2, pardon, mais uniquement s'il n'y a pas de dommages sur la partie professionnelle. À partir du moment où il y a des dommages sur la partie professionnelle, il n'y a plus d'autres conventions qui s'appliquent. Les causes et circonstances, ainsi que le chiffrage des dommages, en droit commun, là aussi, on est dans le cadre d'une EAC, expertise annuelle et contradictoire. Comment on va procéder? À réception du procès verbal d'expertise. L'assureur dommage, donc je mets l'assureur du lésé entre parenthèses, celui qui a subi le dégât des eaux, va l'indemniser conformément aux dispositions de son contrat. Ensuite, il va effectuer son recours en évoquant bien évidemment les dispositions de l'article du Code civil qui correspond au fondement de la responsabilité en cause. Les points de vigilance, ne pas faire droit à un recours en droit commun lorsque la garantie RC prévoit notamment une exclusion pour les circonstances dans lesquelles l'événement est survenu, et également dans le cadre du recours en droit commun, l'assureur toujours va bien évidemment présenter sa subrogation légale, qu'est-ce qu'il a réglé au titre de son contrat, et on n'oublie pas le recours direct pour les découvertes d'assurance de son assuré. En conclusion, alors, on a vu que ce qui était important dans un premier temps, c'est déjà de déterminer le périmètre de gestion. Pas toujours simple seulement à la réception de la déclaration de sinistre. Donc, il faut vraiment se poser pour bien déterminer, et on va toujours aller regarder la cause. Est-ce que c'est une cause qui engage la responsabilité de mon assuré? Est-ce que mon assuré s'est occasionné des dommages à lui-même? Oui. Auquel cas, je suis en convention. Est-ce que la cause est une cause qui relève de la responsabilité de mon assuré? Oui. Non. Si c'est non, c'est qu'il a subi un dommage, donc il va pouvoir bénéficier des dispositions d'une convention, si, c'est pas, dans un premier temps. Bien connaître son contrat pour pouvoir l'appliquer correctement et ne pas faire droit à des recours quand ils ne sont pas dus. Et savoir, bien évidemment, d'une façon générale, appréhender le champ d'application des conventions. On a vu que les conventions, c'était des mécanismes d'application. On a ce champ d'application, ce mécanisme, qui contraint effectivement les assureurs à avoir une connaissance assez approfondie de ce système pour être sûr de les appliquer correctement et d'être vigilant. Donc, c'est effectivement des indispensables. Ces trois éléments sont des indispensables pour gérer efficacement
et surtout maîtriser ses coûts sinistres en ne réglant que ce qui doit être réglé. Alors l'efficacité se mesure de différentes façons, mais notamment par le temps consacré à la gestion. Plus les bons réflexes pour déterminer le périmètre de gestion sont intégrés, plus les mécanismes d'application des conventions sont maîtrisés, plus le temps de gestion, bien évidemment, sera limité, et le temps de gestion a un coût, et un coût qui n'est pas neutre. Outre les formations, bien évidemment, qui peuvent être dispensées pour accompagner les opérationnels, les gestionnaires sinistres notamment, vous pouvez également passer à ce qu'on appelle la vitesse supérieure avec l'assistance d'un outil en ligne. Alors avec une consoeur, hein, nous avons développé un outil en ligne qui s'appelle Eloe. C'est un outil d'aide à la décision et à la gestion, donc qui concerne les événements dégâts des eaux, incendies et vols. Cet outil Eloe a pour vocation de vous aider non seulement dans la gestion, mais dans l'orientation à donner au dossier sinistre. Et il va vous guider bien évidemment dans votre prise de décision en vous posant des questions précises et ciblées et qui vont vous permettre d'arriver à une solution technique en moins de 2 minutes. Voilà, nous avons mis le petit lien URL hein, de Eloe si vous êtes effectivement intéressé pour aller découvrir cet outil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que nous allons pouvoir passer aux questions. Tout à fait, Marie-Noëlle, je vous rejoins. Donc voilà, n'hésitez pas à poser en effet vos questions donc à travers le chat. Nous avons pour l'instant, Marie-Noëlle, donc 2 questions. La première est la suivante. Donc bonjour. Donc la recherche de fuite doit être prise en charge par l'assureur de l'occupant ou de la copropriété. Excusez-moi, Auriane, je suis désolée, j'ai pas. Petit souci technique, c'est les aléas du direct, Marie-Noëlle. Je repose la question. Excusez-moi, j'étais. Non, donc il y a une question donc, qui s'intéresse donc à la recherche de fuite, qui nous demande donc si la recherche de fuite doit être prise en charge par l'assureur de l'occupant ou de la copropriété. Alors, quand on est dans un immeuble en copropriété et qu'on n'est pas en capacité de déterminer la cause, alors généralement, excusez-moi, un occupant dans un immeuble en copropriété, s'il voit qu'il y a de l'eau qui s'écoule dans son appartement, premier réflexe, on va monter voir son voisin du dessus, on va lui demander de vérifier ses installations sanitaires, etc. S'il ne détecte rien, le réflexe à avoir, c'est d'appeler effectivement le syndic de copropriété pour qu'une recherche de fuite soit effectivement engagée. Pourquoi? Parce que le prestataire qui sera missionné par le syndic de copropriété, dans les copropriétés, il y a très souvent des prestataires qui sont déjà en charge hein, de la maintenance hein, des installations, va déterminer rapidement est-ce qu'on est sur une installation collective. Si oui, ben, il pourra intervenir et procéder à la réparation de la cause en même temps, enfin dans la foulée, on va dire, de la recherche de fuite. Et si effectivement il n'identifie pas une cause dans les parties communes, ensuite il engagera une recherche dans les parties privatives. La bonne nouvelle, c'est que quand on a une recherche de fuite qui est faite à l'initiative du syndic de copropriété, et si au final il s'avère que la cause se situe dans une partie privative, celui qui devra prendre en charge la facture de recherche de fuite, c'est le copropriétaire, occupant ou non occupant, notamment quand on est dans le cadre de la convention IRSI, c'est ce que dit la convention IRSI, même si le copropriétaire n'est pas conventionnellement responsable, et ensuite ce copropriétaire enverra la facture à son assureur personnel. La recherche de fuite, la volonté de faire de la recherche de fuite, et c'est surtout l'IRSI hein, qui est concerné, puisque les autres conventions ne se préoccupent pas de la recherche de fuite, mais l'IRSI a donné un principe directeur d'organisation de la recherche de fuite, et la volonté, c'est effectivement de dire, à partir du moment où il y a de l'eau qui coule, si on intervient rapidement, on sait qu'on va pouvoir limiter les dommages. Si on tarde un peu, ben vous savez que l'eau, hein, ça s'infiltre partout, et d'un appartement, on peut avoir 2, 3, 4 appartements. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.